Merci à tous d'être venus pour écouter ce débat sur Jack Kirby. Pour discuter aujourd'hui, moi je vais modérer et je vais laisser mes camarades ici présents débattre. Donc, autour de cette table aujourd'hui sont réunis Harry Morgan, critique de bande dessinée et théoricien. Jean Delpelet, qui est un des biographes de Jack Kirby, qui a fait 2 volumes très très complets, et qui est le co-commissaire de l'exposition Jack Kirby qui est présentée à Angoulême en ce moment. Il y a 200, presque 50 reproductions de montrées et de nombreux textes biographiques et techniques et de précision sur l'ancrage. Et Patrick Marcel, qui est traducteur de certaines bandes dessinées de Jack Kirby. Je pensais à un deuxième titre, mais non. Voilà, donc le débat dure 1 heure. Je vais mener la conversation pendant 45 minutes. Et ensuite, on aura un quart d'heure pour que vous posiez des questions vous-même. Voilà. Et oui, j'oubliais, excusez-moi, il y a une petite surprise à la fin. Ceux qui regardent les icônes de bureau pourront trouver à peu près. Je pense que c'est assez évocatif. Alors, bonjour à tous les trois, merci d'être venus aujourd'hui pour discuter de l'œuvre et de la vie de Jack Kirby. Comme première question, j'aurais envie de vous demander comment vous l'avez découvert, pas en tant que lecteur, mais comment vous avez appris à prendre conscience de son existence dans un environnement de lecture où en fait les noms ont du mal à apparaître au-dessus des productions. En ce qui me concerne, j'ai découvert l'œuvre de Jack Kirby. Je dis Kirby, parce que je prononçais comme ça quand j'étais un petit garçon. Donc j'ai découvert ça dans Fantasque quand j'avais 7 ou 8 ans. Et mais avec les autres bandes qui paraissaient dans Fantasque, par exemple le Surfer d'argent de John Buscema. Et si j'ai compris que Kirby était important, c'est parce que dès mon adolescence, je me suis rendu compte que ces images étaient comme gravées dans mon cerveau. Ce sont des images qu'on n'oublie pas, et ce sont des images qui m'ont accompagné toute ma vie. En ce qui me concerne, j'ai eu les premiers albums Luc des Fantastiques, avec les jolies couvertures de Frisano, et qui correspondent certainement aux meilleurs épisodes, ancrés par Joe Sinnott. Et j'ai lu ça avec passion toute ma jeunesse, sans me rendre compte réellement du génie de la personne, de Kirby. Et c'est que quelques années plus tard, en lisant les premiers épisodes de Captain Victory, donc dans les années 80, et en étant interrompu en plein milieu de l'histoire, parce qu'il manquait les derniers numéros, que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un souffle, quelque chose qui était totalement novateur, totalement différent de toute la production Marvel. Et à ce moment-là, je me suis dit, Marvel, bon, très bien, mais intéressons-nous aux vrais auteurs. Et moi, j'ai découvert, pareil que dans Fantasque, et je suis allé en Angleterre en avril 70, donc je suis parti avec l'image du Kirby des premiers Fantastic Four, et les exemplaires de comics que j'ai trouvés là-bas, c'est le Kirby cosmique, le Kirby plus achevé. En plus, l'année suivante, il y a eu le First World, le quatrième monde, qui est paru. Ça a été une période où vraiment Kirby était mis en vedette. Et le contraste entre ce que je connaissais de son style dans les années... Enfin, pour moi, c'était quelques mois plus tôt, mais son style des années 60 au début et son style des années 60 à la fin, ça a fait un choc et c'était magnifique, quoi. Qu'est-ce qui, d'après vous, sur le plan peut-être esthétique, on va commencer, on va parler. Qu'est-ce qui fait qu'il est unique? Ça, on le voit tous. Il y a vraiment un dessin qui n'est pas conventionnel. Mais si vous pouviez vous exprimer sur ce sujet du dessin, qu'est-ce qui pour vous fonde sa puissance et sa spécificité? Là, je crois que chacun de nous va réagir d'abord en fonction de sa sensibilité propre, et puis en tant que nous sommes auteurs d'articles ou de livres, chacun va réagir en fonction de son mode d'analyse propre, donc de sa méthodologie propre. Moi, je suis sémiologue, c'est-à-dire j'étudie les systèmes de signes
dans ce que j'appelle les littératures dessinées. Et ces systèmes de signes aboutissent pour moi à la construction d'un monde fictionnel qui est sans égal, qui est sans pareil, et qui ne peut exister que dans les littératures dessinées. Et c'est au premier chef, à ce titre, que Kirby m'intéresse, parce que tout dans son dessin, et y compris dans les moindres détails, est fonction de ce monde fictionnel, dont les lois sont totalement spécifiques et totalement anormales, et même inexplicables par rapport à un monde naturel. Là, je sais que je diffère de M. de Pelley considérablement. J'en viens à dire que les textes donc, de Stan Lee dans les comics de Marvel nuisent plutôt à la compréhension d'un monde qui est parfaitement clair si on ne considère que le dessin. Mais je passe la parole à mon voisin. Alors, je ne suis pas totalement contre. Hein, on peut lire les planches de Kirby en ne lisant que les notes de marge qu'il écrivait et qui constituent effectivement une approche déjà narrative à l'histoire scénaristique, on va dire. Mais je dirais que ça a été quand même assez parfois trahi, mais bien souvent respecté et amélioré par Lee. Enfin, ça, c'est un autre problème. En ce qui concerne Jack Kirby, moi, je dirais que c'est au-delà du graphisme. C'est quelque chose qui est révolutionnaire, qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que d'un seul coup, il s'est mis à raconter des histoires comme personne ne les racontait. Chaque case de chaque planche représente un climax, le moment le plus échevelé de la scène. Qui avait fait ça avant? Dans les bandes dessinées, dans les comic strips, dans les Sunday Pages, dans les comic books, à l'époque c'était relativement c'était des têtes qui parlaient. Et d'un seul coup, Kirby représente des climax. Donc ça, c'est déjà quelque chose de révolutionnaire. Ensuite de ça, il va développer, surtout après la guerre, des personnages à l'expressivité corporelle qui changent complètement. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout ça devient extrêmement dense, avec des personnages, on comprend tout de suite les enjeux. Quand vous regardez une case de Kirby, on sait qui est qui, on sait qui est le méchant, on sait quels sont les enjeux, ce que veut le méchant, ceux qui coincent avec le héros. Je prends pour exemple la couverture de Young Romance numéro 1, on comprend parfaitement ce qui se passe, on n'a pas besoin de texte, tout est clair. Donc cette expressivité corporelle, au service de l'histoire, c'est quelque chose qui est la deuxième révolution. La troisième révolution, bon, ça va être, on va dire que c'est quelqu'un qui invente en permanence des mythologies. Alors là, je laisserai à nouveau la parole à Harry Morgan, parce que sur les mythologies, il a beaucoup travaillé. Mais avant d'être un dessinateur, Kirby est un raconteur d'histoire. Et je dirais que se limiter à l'illustration, au graphisme, c'est une profonde erreur. Il faut vraiment aller au-delà de ça pour voir ce que ça raconte. Kirby est très très loin des Gustave Doré, des grands illustrateurs, Roy Krenkel, Léo Lidecker, Frazetta, etc. C'est un raconteur d'histoire. Alors moi, au début, c'était les dessins. Il a créé une espèce de code. J'ai connu au départ par les éditions françaises, donc forcément, j'ai pensé que c'était John Buscema qui avait inventé tout ça. Et puis ensuite, en découvrant, je me suis aperçu qu'en fait, Buscema suivait l'exemple de ce que Kirby avait petit à petit forgé justement pendant la grande période Marvel. Et ensuite, effectivement, ce sont les histoires. C'est-à-dire que lorsque j'ai lu Fantastic Four, je pensais évidemment que c'était Stan Lee qui avait les histoires et Jack Kirby qui illustrait. Et puis ensuite, en voyant arriver le Force World, il était très clair que Kirby avait une invention que Stan Lee n'a pas manifestée d'ailleurs dès que Kirby est parti. Et c'est cet aspect d'ailleurs qui accroche, qui a forgé l'univers Marvel, cette espèce de période à partir du 40 à peu près des Fantastic Four, où il commence à y avoir cette longue histoire à suivre, et à chaque épisode il y a des nouveautés, on ouvre davantage l'univers, on invente à chaque fois, on rajoute des choses qui petit à petit ont fait
l'univers Marvel. C'était en constante expansion, avec le dessin d'ailleurs qui suivait, qui aussi devenait de plus en plus cosmique. Il y avait Thor également qui était pareil. J'ai l'impression que c'était un peu plus tôt d'ailleurs Thor, puisque c'est un peu plus avec l'histoire des pierres de Norne que ça commence à devenir un serial, et c'est ce principe du serial qui va lancer justement, et à chaque épisode, il faut relancer la machine, et à chaque épisode, il invente autre chose. Mais c'est effectivement avec le Force World qu'on voit ce qui donne tout seul. Alors, on peut chipoter sur le style de Kirby dialoguiste, qui est parfois un petit peu emprunté en poulet, voire pas très beau, mais on s'en fout. Les histoires sont formidables. Les histoires comme Aimon ou comme Le Pacte, c'est un sommet vraiment chez Kirby. Moi, Aimon, je l'ai traduit plusieurs fois, enfin, pour diverses éditions, et chaque fois que je le relis, j'ai des frissons à la fin lorsque Mister Miracle s'échappe, parce qu'il y a cette espèce de charge autobiographique dans l'histoire qui passe, qui est assez bizarre, puisque Aimon, c'est Jack Kirby, et celui qui s'enfuit, c'est Scott Free. Enfin, ça dissocie un peu les deux personnages, mais en même temps, on sent bien que Scott Free, c'est aussi Jack Kirby qui essaie de devenir quelqu'un. Et en parlant, j'ai encore des frissons. Vous avez trouvé les... Ah oui. C'est pour le mettre là. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Patrick Marcel. Super. J'arrive à brancher. Si j'arrive à voir quelque chose. Si ça va marcher. Donc. Et voilà. Tu dis une certaine maladresse au niveau des dialogues, mais moi une chose qui me frappe depuis le début, là vous avez des love comics, donc les familial romance dont parlaient Jean à l'instant, c'est pas une maladresse, mais c'est une extrême bizarrerie au niveau du dessin. Ça c'est censé être des comics sentimentaux, donc des peines de cœur de jeunes femmes, et elles sont typiquement kirbyesques, c'est-à-dire elles ont le visage large, le front haut, etc. C'est Rose Kirby, c'est la femme de Jack. Oui, elles sont manifestement inspirées d'un référent dans la réalité, mais elles apparaissent très bizarres. Et il y a y compris une espèce de maladresse. Regardez le splash panel qui est là reproduit à droite. C'est censé être un couple normal, somme toute, et il est complètement hiératique. Et alors que c'est... Hein? Oui, là c'est l'expressivité corporelle. Alors que c'est censé être des séries sentimentales, il pourrait sortir d'un comic d'horreur ou d'un comic de super-héros. Donc tout ce que Kirby absorbe, il le métamorphose et ça devient quelque chose au moins d'inquiétant. Mais c'est ce qui faisait justement la qualité des romans de Kirby, c'est que ça n'était pas à l'eau de rose, ça n'était pas ce qui a été fait beaucoup après, c'était des histoires réalistes et réelles, c'était des problèmes. Alors, les histoires de romances de Kirby, d'abord, elles ne sont pas écrites seulement par Kirby, elles sont écrites par Simon Kirby et tout un studio. Il y avait 5-6 scénaristes, notamment, il y avait même 2 femmes. Donc, c'est tout un ensemble. Enfin, c'était repris par Simon et Kirby. Et on va dire que ce sont des histoires qui sont extrêmement riches, extrêmement, parfois politiquement incorrectes, jusqu'au Comics Code de 54, c'est-à-dire la loi, l'établissement d'une espèce de code Hays du comic book, d'autocensure si vous voulez. À partir de ce moment-là, les histoires vont devenir absolument insipides, on est d'accord, mais avant, ces histoires sont formidables. Et d'ailleurs, je voudrais, sans faire de publicité, il y a un ouvrage chez Fantagraphics, qui est 2 ouvrages qui sont sortis, qui les rééditent, et je vous engage vraiment à les lire, ils sont fantastiques. Alors là, justement, cette expressivité corporelle, on la voit bien. On voit tout de suite qu'il y a une inquiétude, qu'il y a un problème chez ce couple. Et ce couple, on va connaître effectivement leur histoire. On va voir un petit peu... alors c'est écrit de façon très ampoulée. Hein. Vous avez beaucoup de récitatifs, beaucoup de cartouches. C'est supposé être lu plus par des femmes. C'est pour ça qu'il y a un accent qui est mis, très important, sur la mode et sur les coiffures des dames. Alors que les hommes sont relativement un petit peu pompiers en carton, si vous voyez ce que je veux dire. C'est relativement image d'Épinal. Et de même, les histoires fantastiques des années 50 se destinent principalement à un lectorat féminin, ce qu'on peut vérifier très facilement quand on lit les comics par le fait que les publicités s'adressent à des dames. On voit en particulier de la corsetterie et des vêtements, tout simplement. On vend des jolies robes.
Donc c'est assez curieux parce que ces histoires d'horreur sont très horrifiques. Hein. C'est à base de petits frères monstrueux séquestrés dans le grenier. Je dirais juste que tous ces titres étaient édités par Crestwood Prize, qui était une boîte qui vendait donc des encarts publicitaires. C'est vrai que le titre qui marchait le mieux à l'époque, à partir de 1947, qui vendait plus d'1 million d'exemplaires, c'était Young Romance. Et donc, ils ont eu énormément d'annonceurs. Et donc, effectivement, ils n'avaient pas la place peut-être de passer tous ces annonceurs dans les revues Young Romance. Et comme il y avait d'autres titres qui étaient édités par Simon et Kirby, notamment Headline Comics, Justice Trap the Guilty et Black Magic, plus quelques autres, hein, ils ont augmenté les titres d'amour très très vite parce que justement il fallait placer les annonceurs. Eh bien, ils passaient ces annonces, ces publicités de corsetterie, même dans Black Magic, ce qui peut paraître assez étonnant. Oui, c'est vrai. Ah non, je ne partage pas du tout cette analyse. Je pense qu'il y a vraiment une stratégie délibérée en direction d'un public féminin, dont on peut se demander pourquoi il s'intéresse spécialement à des histoires de comicide, de communication médiumnique. Un argument qui va en faveur de ma thèse, c'est qu'il y a un autre comique qui s'appelle Strange World of Your Dreams, une espèce de psychanalyse populaire, qui lui, alors très clairement, à destination féminine, il suffit de regarder les couvertures, c'est toujours les rêves que font les femmes. D'accord, sur le second, on va dire que Black Magic, c'est plutôt une tentative de Price Comics de demander à ces deux éditeurs vedettes de copier le succès des EC Comics. Les EC Comics avec les Tales from the Crypt, Vault of Horror, enfin tous les grands titres que l'on connaît, eh bien, commençaient à avoir un succès d'estime. Si pas de grosses ventes, mais au moins un succès d'estime. Et à ce moment-là, eh bien, on demande à Simon et Kirby de faire de l'horreur. Or, Jack Kirby déteste l'horreur. Il ne faut pas oublier qu'il revient de la guerre, qu'il a vu des horreurs, il a vu des corps en putréfaction, il a même tué des gens. Donc il n'a pas du tout envie de raconter ce genre d'histoire sordide et sanglante. Il veut raconter des histoires policières, parce que ça lui plaît, il veut raconter des histoires d'amour, ça lui plaît bien aussi, mais pas des histoires d'horreur. Et alors, sur Strange World of Your Dreams, c'est quelque chose d'assez particulier. Dans leur studio, ils avaient un artiste absolument extraordinaire, mais qui était un psychotique, qui s'appelait Mort Meskin. Alors Mort Meskin, il serait bon que si vous ne le connaissiez pas, vous cherchiez un petit peu qui est cet auteur. C'est vraiment un dessinateur de génie, quelqu'un qui pouvait dessiner presque aussi vite que Kirby, mais qui avait l'angoisse de la page blanche. C'est-à-dire que tous les matins, lorsqu'il arrive au studio, Simon Kirby était obligé de faire un petit gris-gris sur la feuille pour donc déflorer cette page blanche pour que Meskin se mette à commencer à dessiner. Meskin avait été récupéré par Simon et Kirby parce qu'il venait d'être viré de chez DC, où il était monté sur les tables, tapant à coups de règle les directeurs de collection qui voulaient le recadrer sur des titres qu'il ne voulait pas faire. Donc c'était vraiment quelqu'un de réellement à problème. Et il a eu cette idée, il suivait à l'époque une psychanalyse, et il a dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas un titre de psychanalyse ? Simon, businessman avéré, se dit, ben ouais, on va faire un titre de psychanalyse, pourquoi pas. Et d'ailleurs, il devance de quelques années, de 4-5 ans, le titre de EC Comics qui s'appelle Psychoanalysis, hein, qui est sorti quelques temps après, et ils le font de façon effectivement assez féminine. Et ça n'a pas marché, et personnellement je trouve ça dommage. Très dommage. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que les histoires d'horreur qui sont assez conventionnelles. Ça vient d'être édité et c'est absolument fantastique. Dans un volume en forme de matelas d'ailleurs, c'est assez gonflé. On voit la couverture qui est posée sur un matelas avec le tissu typique à rayures, et la couverture est un peu gonflée au toucher. C'est assez curieux comme présentation. Alors, on va peut-être passer sur la partie un peu plus populaire de Kirby. Est-ce que vous pourriez... Enfin, est-ce qu'on sait aujourd'hui un peu mieux comment fonctionnait le duo Lee-Kirby ? Surtout comment ils se sont rencontrés, comment ils ont démarré Marvel, quoi. Voilà, je vais essayer d'être très très bref. Voilà, donc Simon et Kirby quittent un éditeur qui s'appelle Victor Fox en 1939 pour travailler en freelance. Simon travaillait déjà avec Martin Goodman, qui est l'éditeur de Pulps, qui a toute une
une série de boîtes sous un espèce de consortium de presse, et qui a employé Simon sur quelques comics. Il a déjà lancé son Marvel Mystery Comics. Et donc, ils vont faire quelques illustrations de pulps pour les magazines de Goodman. Très vite, Goodman les embauche comme directeur de publication, directeur artistique. Et bon, ils vont faire Captain America, ils vont reprendre, je passe sur les détails, mais tout de suite aussi, on demande à Joe Simon de former le neveu par alliance de Martin Goodman, qui s'appelle Stanley Lieber, qui a 16 ans et demi, et qui vient faire un stage chez Tonton. Donc voilà, ça c'est la première rencontre. Stanley, Jack Kirby, Stanley venait porter des cafés, effacer les crayonnés des planches, faisait des blagues de potache. D'ailleurs, il s'est pris quelques remontées de bretelles de Simon. Ça se passe mal avec Goodman. Ils partent fâchés. Goodman les a grugés sur Captain America. Je passe sur les détails. Ils partent très fâchés. Et on pense même que la personne qui les aurait trahis auprès de Goodman, ce serait Stanley. Rien n'est sûr. Voilà. En parallèle, ils avaient en sous-main fait le Captain Marvel numéro 1 pour Fawcett Comics. Bon. Et donc, dans les années 50, en 55, quand l'association Simon et Kirby s'arrête, après justement leur déboire suite au Comics Code et la fin de leur maison d'édition Mainline, ce qui se passe, c'est que Jack Kirby n'a plus d'employeur et il est obligé de revenir, il est obligé de faire du freelance chez Goodman. Goodman a une société qui s'appelle alors Atlas, et donc il retrouve Stan, et Stan lui donne quelques jobs, ça se passe très très bien, ils font Yellow Claw, ils font quelques westerns, tout va très bien, sauf que nouvelle interruption, là, qui est due à personne, hein, une erreur de Goodman, il a pris un distributeur qui était lié à la mafia et qui doit arrêter son activité. Donc Kirby va chez DC, va faire les Challengers, il se fâche avec un des directeurs de publication et il revient donc chez Marvel en 58, enfin ça s'appelle pas Marvel, ça n'a plus de nom, parce que c'est une société qui n'a plus de distributeur, qui publie une poignée de revues. Et là, pour les tarifs les plus bas de la concurrence du marché, il va essayer de gagner sa vie pour Stanley. Voilà, en gros, leur histoire au début. Maintenant, je laisse pour... Ils font des histoires de monstres, ils font des histoires courtes, dans Strange Tales, et dans des titres comme ça. Il y en a 30, si je me souviens bien. Il y a Journey into Mystery. Ils ont d'abord fait des histoires de science-fiction. Parce que finalement, Kirby chez DC faisait des histoires de science-fiction dans House of Mystery, House of Secrets, etc. Et donc, ils vont lancer 2-3 petites revues. Il y en a une qui s'appelle Strange Worlds. D'autres également. J'oublie les titres, excusez-moi. Adventure Unknown, peut-être. Non, ça c'est chez American. C'est pas. Ouais. Strange Worlds, c'est sûr. Et donc ça marche quelque temps et finalement ils décident de faire il y a le film Gorgo qui va sortir à ce moment-là. Il y a plein de films de science-fiction, c'est la grande période de la science-fiction. De Gene Laurier donc qui va sortir, ils vont se mettre à faire des films de grands monstres, voilà, des bandes dessinées de grands monstres. Des histoires courtes, hein, ces histoires qui font quoi, 6 pages à peu près. Mais en parallèle, il n'y a pas que ça, il y a des westerns, il y a surtout des histoires de guerre dans Battle, on est en pleine guerre de Corée, et Stanley qui est républicain convaincu, fait des histoires extrêmement patriotes. Il y a même une histoire avec Fidel Castro qui est très, très amusante. Voilà, on a vraiment des histoires très politiques. On a des romances qui sont totalement atténuées, totalement insipides, ancrées par Vince Coletta. Et puis voilà, voilà ce qui se passe entre 58 et 1960, fin 60. La chose très étonnante, c'est qu'après, ils font ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire le premier numéro des Fantastic Four, où le monstre qui sort donc des films à monstres géants réapparaît. Puis d'ailleurs, les personnages, les super-héros sont eux-mêmes des monstres, comme vous voyez sur la couverture. Il y en a un qui est tout enflammé, il y a une bonne femme qui est à moitié invisible, ses jambes sont invisibles. Il y en a un qui s'étale comme de l'eau ou comme
comme du plastique. Et donc ces personnages monstrueux sont recyclés, sauf que c'est plus exactement des monstres, puisque ça va devenir des super-héros et des super-traîtres. Il y a quand même un avantage en termes de production à faire une série, à faire un feuilleton, c'est qu'on n'a pas besoin de se presser les méninges tous les mois. Et même plusieurs Parce fois que par mois, ne serait-ce que pour les noms, c'est difficile. Tous les mois, trouver Gorgo, Xemnu, Finfanfomu. Oui, oui. Alors les noms étaient imaginés par Stan Lee, mais bon, les noms, ils mettaient une double syllabe, voilà, pour ces noms. Mais Kirby avait la triste tâche d'imaginer un concept nouveau. L'histoire qu'elle est avec. Voilà, et c'était terrible parce que bon, on voit son génie là, parce qu'il s'ennuie, c'est terrible. Mais malgré tout, il va faire des monstres au design absolument étonnant. Et je vous conseille vraiment ces histoires, les histoires qui sont ancrées par Steve Ditko, qui sont absolument magiques. Et d'ailleurs, c'est dans cette continuité, c'est aussi pour des raisons de distribution, en fait, comme suite à la mauvaise manœuvre de Goodman, ils étaient limités à un nombre de... C'était 8 comics, voilà, 8 comics par mois. Donc, ils ne pouvaient pas se développer. Et lorsqu'ils font cette tentative de super-héros, puisqu'apparemment les super-héros, ça marche bien chez DC, donc Goodman, fidèle à sa technique, si ça marche, on en fait autant qu'on peut avant que ça s'écroule. Donc, ils commencent à faire des super-héros, mais ce sont des super-héros qui ne doivent pas trop attirer l'attention du distributeur, puisque le distributeur, c'est DC Comics. Donc, il faut rester sous le radar. Et plus ou moins cette couverture, c'est du super-héros, mais ça reste encore des monstres de chez Atlas. Donc ça reste assez discret, quoi. Effectivement, les Fantastic Four vont faire leur coming out sur la couverture du numéro 4, du 3. On les voit enfin en tenue dans le Fantastica. Il y avait une couverture alternative, mais Goodman décide de s'exhiber au grand jour. Kirby il a plusieurs périodes. Il y a vraiment un trait qui a beaucoup bougé au long de sa carrière. Donc je vais vous demander encore une question très subjective. Quelle période vous préférez et pourquoi? Généralement, on a quand même toujours une période préférée de Kirby en fonction de son encreur, en fonction de... Donc ça va permettre peut-être d'aborder 3 époques différentes avec 3 sensibilités différentes. Oui, car je crois que nous ne sommes pas du tout d'accord sur ce... Alors je vais ça va donner comme ça aux gens qui ne connaissent pas Kirby très brièvement, des portes d'entrée. Pour moi, le cœur de l'œuvre de Kirby, c'est la série Thor, donc dans Journey into Mystery. Donc c'est le dieu de l'Olympe que vous connaissez, qui est aujourd'hui adapté au cinéma. Et c'est censé être du super-héros, puisque c'est l'époque où le super-héros marche. On lui demande de faire du super-héros, et il a manifestement vraiment autre chose en tête que du super-héros. Ce qui fait que ce monde mythologique de Asgard, on ne sait pas ce que c'est décrit plus ou moins comme de la science-fiction, puisque c'est décrit comme une espèce de ville flottante, de ville céleste qui serait en orbite autour de la Terre, mais en même temps on nous dit que ce sont 2 plans d'existence différents, puisque la Terre c'est Midgard, c'est la Terre dans la mythologie nordique. Et puis dans Thor, il développe son système graphique qui est aussi son système mythographique. À savoir, il décrit l'univers dont je parlais au début, dont les lois sont propres aux univers de Kirby. Je résumerai un peu les choses en disant que c'est un monde brûlé. C'est pour ça qu'il y a toujours ces gros rochers dessinés à gros grains, comme ça, comme si c'était déjà un univers en cendres. On a l'impression de regarder les braises au fond d'un poêle, dans ces images-là. Et de même, évidemment, le motif du Ragnarok, du crépuscule des dieux, dans la mythologie nordique, il est au centre de cette série. Et d'ailleurs, Kirby triche un peu, puisqu'il n'y a pas seulement les aventures de Thor, il y a une petite histoire secondaire en fin de fascicule, ce qui normalement ne se fait pas du tout, qui s'appelle Tales of Asgard. Et donc là, il est censé adapter à la mythologie nordique, il en fait strictement. C'est quelqu'un qui fait 5 pages par jour, et toute sa vie. C'est monumental. Il les conçoit, il écrit, il raconte. Bon, il n'encre pas, bien sûr, mais il fait tout le reste. Donc, c'est vraiment une force qui va. Et donc, les rares moments où il n'est pas bon, c'est quand il n'a pas envie, quoi. Et quand il n'a pas envie, c'est quand c'est la fin de Marvel, en 69, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Passez votre chemin sur les derniers Fantastic Four, c'est pas bon. Passez votre... Bon, oui, c'est quand même vachement mieux que le reste, mais bon. Mais passez aussi votre chemin sur les Super Powers. C'est pas forcément ce qu'il faut lire en premier. Bon, là, c'était un contrat, il était bien payé, il était content, il donnait de l'argent à ses enfants et à ses petits-enfants.
Voilà. Bon, à part ça, vous pouvez tout lire, c'est extraordinaire. Et moi, alors si j'ai une préférence, je crois que c'est pour les histoires de guerre. Les Losers, j'espère vraiment qu'en France, on va les éditer. Il y a certains épisodes des Losers qui sont absolument extraordinaires. Mon problème, c'est que j'ai jamais su choisir. Donc, en gros, en réfléchissant, j'ai 3 périodes, et essentiellement du point de vue graphique, c'est-à-dire la période sur Thor, ce qui est ancré par Chickstone, parce que Chickstone est un encreur vraiment formidable. Il y a des beaux pleins, des déliés. Pareil, d'ailleurs, ici, il passe aussi sur Fantastic Four à peu près à la même période. Il y a un numéro avec Diablo qui est magnifique. Il y a un numéro de Journey into Mystery avec Thor, où Ymir et Surtur descendent sur Terre. Et Thor a tellement de problèmes à les retenir que Papa Odin et Balder descendent aussi. Il y a des cases qui sont formidables. C'est vraiment, il y a une case, c'est un gros plan de Dimir en train d'appeler le mauvais temps, la foudre, je ne sais pas quoi. C'est magnifique, c'est vraiment... Ça a presque un côté ligne claire avec Chickstone. On Oui, croirait oui, presque oui, du franco-belge. Alors ensuite, il y a une période qui est juste à la limite du décrochage de l'intérêt de Kirby sur Fantastic Four. Il commence à se répéter. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais d'une période de Fantastic Four qui est une période d'explosion. À chaque numéro, il y a des nouveaux personnages, il y a des développements inattendus sur les personnages connus. Enfin, c'est vraiment une période de bourgeonnement. Et puis à partir de la brouille, plus ou moins avec Stan Lee, ou du moins du mécontentement avec Stan Lee, lorsque Stan Lee pique le surfeur d'argent, ce qui est du vice, puisque c'est clairement le seul personnage dont on est sûr que c'est entièrement la création de Kirby, puisque Stan Lee lui-même a dit, tiens, qu'est-ce que c'est, il a raconté, qu'il a vu la planche, il a dit, qu'est-ce que c'est ce personnage, on va pas parler de ça, il a dit, oh c'est Galactus, c'est un dieu, donc je me suis dit, j'allais lui mettre un héros, donc c'est entièrement l'initiative de Kirby. Manque de peau, ça plaît tellement à Lee qu'il pique le personnage et il va faire une série parallèle qui donne à Buscema. Donc on sent qu'à partir de ce moment-là, il y a une espèce de décrochage, et en même temps, c'est la période où il y a vraiment, pour moi, le dessin qui me séduit le plus, la fusion Kirby-Sinote, je pense au 82, notamment avec les Inhumains, qui est, je ne sais pas pourquoi, le dessin est magnifique, j'adore ça. Je n'ai rien compris au numéro quand je l'ai acheté, parce que je ne savais pas qui étaient les Inhumains, je ne comprenais pas pourquoi il y avait ces types que je ne connaissais pas dans un truc où on ne voyait pas les Fantastic Four ou presque, mais c'est extraordinaire. Vraiment, le dessin d'une séduction, c'est superbe. Et puis, il y a la période aussi du 4e monde, lorsque Royer arrive. Parce que c'est bien avant aussi, mais il faut quand même se supporter Coletta, et Coletta, on va dire que c'est un goût acquis. Et encore. Mais dès que Royer arrive, c'est magnifique, parce qu'il y a les histoires qui sont très bien, et en plus, il y a le dessin qui est bien, parce que Royer est un encreur fidèle du trait de Kirby, il rend bien le trait, c'est beau. Voilà, donc ma période préférée, il y en a 3. C'est très bien, c'est ce que je demandais. De quoi pourrait-on parler d'autre? Est-ce que nous avons le droit de faire des restrictions sur le... Ah, c'est intéressant, à quel point J'avoue que le 4e monde, donc la série pour DC, après que Kirby ait quitté la Marvel, d'une certaine façon, ça me fascine. Je viens de dire que ce que j'aimais le plus, c'était Thor. Or, Thor, donc ils planent constamment cette menace de la fin du monde, du Ragnarok, donc du crépuscule des dieux. Et le Fourth World commence avec quand les dieux anciens moururent, naquirent. C'est après Asgard, oui, on voit l'impression le casque de Thor. C'est ce qu'ils voulaient faire après Thor. Les nouveaux dieux sont les dieux d'après le Ragnarok. Seulement, il y a un petit problème, c'est qu'après un début pareil, comment ne pas décevoir son lecteur? Parce qu'il fait, au fond, ce qu'il fait, c'est les mêmes principes, hein, c'est les mêmes recettes que ce qu'il faisait chez la Marvel. Et moi, je ne vais pas dire que ça m'a déçu, parce que j'aime évidemment tout Kirby, mais il y a forcément une déception après. C'est autre chose. C'est autre chose. Thor, c'est quelque part, c'est les pulps qu'il y a lu, c'est la science-fiction, c'est un peu détaché de lui quelque part. Tandis que le Fourth World, c'est lui. C'est vraiment une œuvre d'auteur. On sent bien, ce sont ses convictions, ce sont ses pensées.
L'antisie, c'est ce qu'il a vu à la guerre, c'est le nazisme. Enfin, il y a tout un tas de choses. On sent bien qu'il parle de ce qu'il connaît et ce dont il veut parler. Il y a vraiment une œuvre personnelle là, que je trouve assez touchante. Alors, la transition de Thor, Fourth World, effectivement, ça arrive en 67. En 67, Jack veut faire mourir les dieux d'Asgard pour les remplacer par les nouveaux dieux. Donc il a prévu qu'un des Ragnarok devait être fatal à Thor, Sif, Balder, Odin, enfin tous les dieux de l'Olympe. Il propose ça à Stan lors d'une conférence, d'une réunion du vendredi matin, et Stan lui dit « mais t'es pas fou, on va pas tuer la poule aux œufs d'or, ça marche, on vend bien notre titre, qu'est-ce que tu racontes? Par contre je suis intéressé par tes personnages. » Mais c'était au moment où Stanley avait du mal à laisser une part de la créativité des scénarios à Jack Kirby. Et Jack Kirby a commencé à mettre de côté. D'ailleurs, il a fait les dessins, tous les dessins des préparatoires d'Ingots que vous pouvez voir réédités un petit peu partout. Ce sont des dessins qui ont été réalisés en 67. Il va les mettre de côté et il va les garder pour lui. Et lorsqu'il arrive chez DC en 70, donc il doit lutter contre ses propres créations à la concurrence. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il lutte contre Thor, il lutte contre Fantastic Four, il lutte contre Iron Man, il lutte contre Avengers, il lutte contre X-Men. X-Men n'existe plus, mais il lutte contre tout le panthéon Marvel qu'il a créé. Et donc, comment lutter contre ça? Il va faire plusieurs titres à la fois. Et donc, il veut faire très vite, aussi bien que Marvel. Et donc, c'est ça, ce quatrième monde, c'est une espèce d'interconnexion entre 4 titres que sont Jimmy Olsen, Superman Spall, New Gods, Forever People et Mr. Miracle. Alors, effectivement, il travaille loin à ce moment-là, il est en Californie, il travaille très loin des bureaux de DC. Il va tout faire seul. Et parfois, il va un peu s'emmêler les pinceaux ou faire des additions, des adjonctions un petit peu malheureuses. Je pense à ce Black Racer, vous savez, cette espèce de skieur noir là, dont on aurait bien pu se passer. Mais à part ça, il y a quand même des moments de fulgurance intense. Je pense aux 3 numéros de New Gods, hein, The Pact, The Glory Boat, et celui avec le flic là. Death Wish of Terrible Turpin. Terrible Turpin, c'est absolument extraordinaire. Terrible Turpin, c'est Kirby. C'est l'honnête homme new-yorkais à la Capra. C'est Kirby. Yes.